Bonsoir à tous, vous êtes sur Gabon 24 et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, en Gambie, un an après le départ de Yahya Jammeh, l'économie pétille toujours, nous en parlerons dans cette édition. Et l'accord sur le nucléaire iranien ne pourra pas survivre si les États-Unis s'en retirent, comme a menacé de le faire Donald Trump. Voilà pour le sommaire. Bonsoir encore une fois de plus et merci de nous rester fidèles. La Direction générale des douanes veut mettre fin à la contrefaçon et à la confusion dans les exportations des marchandises à partir du territoire gabonais. Les services de douane sont de ce fait désormais munis des certificats d'origine pour mieux superviser les opérations dans les différentes zones où ils sont implantés. Le reportage d'Ismaël Obianzé. L'administration centrale des douanes gabonaises décidée à faire appliquer le droit. Elle est ici sur le site du nouveau port international de Vendo en campagne d'explication des modalités pratiques qui guident désormais le fonctionnement de ces différents services. Parmi les priorités que se fixe la Direction générale des douanes figure l'optimisation des recettes fiscales. La fiscalité de porte doit contribuer efficacement à la compensation de la chute des recettes liées à l'exploitation des matières premières, notamment le pétrole. Les prévisions indiquent que le nouveau port de Vendo pourrait générer une économie de plusieurs milliards de francs CFA par an. Ici, comme dans la zone spéciale à régime privilégié Dunkirk, l'administration des douanes compte y jouer sa partition. Elle vient de mettre à la disposition de l'autorité administrative de ces sites industriels des outils de travail pour ses agents. Nous allons déconcentrer ces opérations, ces documents, ici, localement, au guichet, ici à Togo. C'est notamment le certificat d'emportage qui sera spécifique également à la zone économique de Togo. Il s'agit d'un ensemble de documents bien spécifiques à la zone. Un certificat d'origine qui est produit hors de cette zone n'aura pas cette mention-là. Et si sur l'international, nous avons un certificat qui n'a pas ce logo, ça voudrait dire qu'il n'a pas été produit ici. Ces outils de travail remis au Bureau central des douanes 101 ont pour objectif d'attester que les marchandises collectées partent du territoire gabonais. La méthode de travail conforte la traçabilité des exportations. Deuxième visite d'une longue série engagée depuis quelque temps par le ministre d'État en charge de la culture qui était ce samedi en immersion dans un studio d'enregistrement et dans un studio photo avec pour objectif sur le terrain de répertorier les artistes pour évaluer les besoins et agir conséquemment. Ludivine Peter Monfumbi. Du son et de l'image, le ministre d'État gabonais en charge de la culture était ce samedi en immersion dans différents studios pour constater et interroger les acteurs de la culture gabonaise en vue de doter de la tutelle des bases de données fiables pour répondre efficacement aux besoins des artistes locaux. Des rencontres artistiques d'une longue série engagée il y a quelque temps. Au sortir de ces échanges, je crois que nous, artistes gabonais, on a la possibilité de croire à nouveaux rêves. Donc je pense que je vais me limiter à ça. Alors, on voudrait avoir cette reconnaissance d'être artiste musicien, d'avoir une carte professionnelle, être immatriculé, avoir la possibilité de cotiser comme tout le monde à la CNSS et jouir des droits de retraite et autres. Donc voilà. Nous avons parlé, nous avons discuté de pas mal de projets pour l'avenir, notamment une banque d'images à réaliser pour notre pays. Donc je pense que là c'est bien parti. Pour les jeunes entrepreneurs culturels, cette rencontre est un signal fort qui brise les tabous et promet le meilleur. Le tour que nous faisons, c'est de regarder de quelle manière les pouvoirs publics, le gouvernement en premier lieu, peut mettre en place des initiatives pour accompagner, pour aider. Mais aussi comment est-ce que nous pouvons être créateurs d'événements qui leur permettront d'avoir de la visibilité, mais aussi d'avoir une occasion pour prouver, démontrer leur talent. Donc nous sommes en train de travailler sur l'adoption d'un certain nombre de textes de loi, notamment une loi sur le statut de l'artiste, parce qu'un photographe qui choisit d'en faire vraiment une œuvre de sa vie doit avoir un statut d'artiste. Et ce statut lui permettra d'avoir accès à un certain nombre d'initiatives gouvernementales, d'être accompagné par les pouvoirs publics pour l'aider à se réaliser.
Libérer le potentiel de développement que représente l'économie de la culture au Gabon, une filière sous-exploitée, mais potentiellement porteuse pour le ministre gabonais en charge de la culture. Des visites qui devraient permettre à la tutelle d'apporter des solutions idoines aux différentes problématiques liées au milieu artistique au Gabon. Autre visite, celle faite au musée Albert Schweitzer à Lambaréné par la vice-présidente du bureau exécutif du comité d'organisation de la tropicale Amissa Bongo, un musée qui renferme l'histoire du Grand Blanc. Gaël Mapessi et Hervé Aubion. Impossible de passer par Lambaréné sans faire un tour au musée dédié à l'histoire du docteur Albert Schweitzer, le Grand Blanc. Après la course, petite excursion nocturne d'une délégation conduite par la vice-présidente du bureau exécutif du comité d'organisation de la tropicale. Ici sont exposées photos, objets personnels et même des correspondances écrites de ses mains par le docteur. Cette visite a été vraiment nécessaire et obligatoire pour nous parce que vous saviez que pour la 13e édition, le ministère des Sports est maintenant le ministère des Sports, du Tourisme et des Loisirs. Et ici, lorsqu'on passe à Lambaréné, on ne peut ne pas être du côté touristique au niveau de Schweitzer. Donc, dans tous les autres sites, nous ferons de même. Donc, aller dans tous les sites touristiques de toutes les villes traversées par la tropicale Amissa Bongo. L'histoire de l'hôpital commence le 16 avril 1913 avec la famille Fanguinoveni, descendante du roi Kombeya Dema. Le roi Soleil qui donne au docteur Schweitzer une passerelle sur une rive de l'Ogui, le principal fleuve du Gabon. Et avec l'aide des exploitants forestiers européens, il construit l'hôpital qui aujourd'hui est une référence dans le monde. De là débutera une aventure qui liera Albert Schweitzer au Gabon à Lambaréné. Son engagement et ses travaux lui vaudront le prix Nobel, la consécration internationale. Troisième édition de la tropicale Amissa Bongo, John Breton signe sa deuxième victoire d'étape sur le tronçon Oyem-Mbam, mais rien ne bouge au classement général. Le Rwandais Joseph Aruria, arrivé à la place, conserve le maillot jaune. Gaël Mapessi et Hervé Aubion. Sous le regard d'un public visiblement conquis par cette 13e édition de la tropicale, au coup d'envoi de la 5e étape 78, cyclistes se lancent à la poursuite de la victoire. Au finish, l'Australien John Breton signe sa deuxième victoire d'étape après 3 heures, 18 minutes et 48 secondes. Un succès sans grande conséquence au classement général puisque le Rwandais Joseph Areruya garde le maillot jaune. La technique a marché parce qu'on devrait contrôler trois garçons et puis on les a contrôlés et on arrive juste au sprint ici avec eux. Et ça c'est une chance pour nous parce que tous les plats qu'on a mis en place, ça a très bien marché. Fort d'une stratégie bien huilée, l'entraîneur rwandais compte apporter quelques réglages afin de lutter jusqu'au dernier coup de pédale avec les cyclistes professionnels. Comme la course est très difficile, on doit rester avec notre stratégie. Et tu vois, on ne peut pas contrôler toute la course comme ça. S'il y a beaucoup d'attaques, on laisse passer, comme on l'a fait aujourd'hui. Et aussi empêcher qu'ils fassent beaucoup d'écart. Aujourd'hui, ils ont fait quand même un écart de 4 minutes. Ça, c'est une erreur que nous avons fait. Mais je pense que demain, on ne fera pas l'erreur qu'on a fait aujourd'hui. Plusieurs cyclistes accusent déjà un coup de fatigue. Seuls ceux qui auront su économiser leur énergie pourront répondre au sprint final. En Gambie, au soir du 21 janvier 2017, les Gambiens pouvaient à peine croire être délivrés de la poigne de fer de Yaya Jammeh. Un an après, le climat politique s'est adouci dans le pays, mais les difficultés économiques perdurent. L'Edwin Totoum. Au soir du 21 janvier 2017, les Gambiens pouvaient à peine croire être délivrés de la poignée de fer de Yaya Jammeh. Un an après, le climat politique s'est adouci dans le pays, mais les difficultés économiques perdurent. Les prix des denrées alimentaires sont toujours les mêmes. Les salaires n'ont pas augmenté. Le secteur de la santé est en ruine. Le secteur de l'éducation est une farce. Le secteur des transports publics est toujours le même. Donc rien n'a changé. À part, je vais être très honnête avec vous, l'espace politique est maintenant plus ouvert. Nous n'avons pas la hainie et les jugulaires derrière vous la nuit qui vous font disparaître.
Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça ne se reproduira plus jamais dans ce pays. Mais à part ça, tout le reste est intact. La première année de la présidente Adama Barrow s'est traduite par des avancées capitales concernant le respect et la protection des droits fondamentaux, mais il reste énormément à faire pour rompre de manière décisive avec le passé violent de la Gambie. C'est une démocratie. Tout le monde se sent libre. Les disparitions suspectes sont terminées dans ce pays. Et le président ne peut plus s'asseoir n'importe où et faire ce qu'il veut sans les citoyens de ce pays. Dans son discours de Nouvel An, le président gambien Barrow a indiqué le bilan de son prédécesseur, affirmant avoir trouvé à son arrivée une dette de plus d'1 milliard de dollars, soit un taux astronomique de 120% du PIB. Le pays est néanmoins passé en réserve de change de moins d'1 mois de couverture d'importation à plus de 4 mois à la fin de l'année 2017, a-t-il indiqué. Au Niger, le groupe français Veolia et Empower ont lancé jeudi à Niamey les activités du centre Oasis dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et au développement d'une économie verte. Vaste pays très pauvre, aux 2/3 englouti par le désert et souvent victime de sécheresse et d'inondations dévastatrices. Jamila Bengman. Inauguré jeudi à Niamey, la capitale nigérienne, l'Oasis dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et au développement d'une économie verte au Niger ambitionne aussi de sensibiliser aux effets des changements dans le pays. L'Oasis, en fait, c'est un centre dédié aux femmes entrepreneurs. C'est un centre qui va accueillir des femmes qui ont des besoins de formation, notamment sur comment créer un projet ou lorsqu'elles ont déjà créé un projet et qu'elles veulent savoir quels sont les axes à utiliser pour le développement de leur idée, de leur commerce. Il y a effectivement un besoin réel à ce niveau-là. Donc on ambitionne de former à peu près 10 000 femmes sur les 3 années. Et cela, on est confiant là-dessus, on est sûr que c'est quelque chose qui peut se faire, notamment à travers toutes les analyses qu'on a faites. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre le groupe français Veolia, multinationale présente dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la propreté, et Empower, une organisation non gouvernementale basée à Paris qui milite pour l'autonomisation sociale et économique des femmes. Si nous sommes accompagnés, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi Oasis, à mon sens, c'est une belle initiative qu'a eu, comment on appelle ça, et Veolia, la CIN et Empower Her, qui ont bien voulu accompagner les jeunes Nigériens que nous sommes. Une étude menée par Empower et des ONG locales auprès de 180 femmes entrepreneurs a montré que 75% d'entre elles n'ont jamais eu accès à des formations, mais que plus de 90% ont émis le souhait d'y accéder. Célébration de l'épiphanie orthodoxe en Éthiopie. En effet, l'église chrétienne orthodoxe d'Éthiopie célébrait jeudi Timkat Baptême en hébraïque, la langue nationale éthiopienne. Une fête religieuse rappelant le baptême du Christ dans le Jourdain et qui devrait s'achever vendredi. J'aime la Megman. L'église chrétienne orthodoxe d'Éthiopie célébrait Timkat en langue nationale éthiopienne, une fête religieuse rappelant le baptême du Christ dans le Jourdain et qui devait s'achever vendredi. Chaque année pour cette fête, la seconde après Noël, par ordre d'importance en Éthiopie, les églises orthodoxes sortent les reliques de l'Arche d'Alliance, normalement conservées à l'écart des regards du public, et les exhibent dans les rues sous un dais bleu, rouge et or. Tous les fidèles orthodoxes célèbrent Timkat dans la joie et le bonheur parce que c'est notre foi et notre culture. À Addis Abeba, les prêtres emmènent leur arche connue sous le nom de Tabo vers un terrain vague où elle est gardée pour la nuit avant d'être utilisée au petit matin pour un baptême de masse au cours duquel la foule des croyants est arrosée d'eau bénite. Ce qui rend Timkat si différent, c'est que différentes églises de lieux
différents se rejoignent avec 44 arches d'alliance et que cela n'arrive qu'une fois par an de façon colorée. La tradition de l'église orthodoxe éthiopienne veut que Ménélik Ier, considéré comme le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, ait pris l'arche d'alliance aux Juifs à Jérusalem parce que ceux-ci avaient perdu la foi et ne suivaient plus les commandements de Dieu. En France, après une mauvaise année 2016, le cinéma français a doublé la mise en 2017 à l'international en rassemblant 80,5 millions de spectateurs grâce à des locomotives comme Valériane, de Luc Besson, mais aussi des films plus confidentiels. J'aime la même man. Le nombre d'entrées pour les productions cinématographiques majoritairement françaises a bondi de 98% par rapport à 2016, selon les chiffres d'Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger. Les recettes ont augmenté de 82% sur un an à 468 millions d'euros. Les chiffres du cinéma français à l'étranger sont bons cette année. Contrairement à l'année dernière, ils étaient très mauvais. Là, cette année, le cinéma français a beaucoup mieux marché. Et donc, c'est important qu'on le dise. Voyez. 2016 avait été un mauvais cru, faute de blockbusters et à cause de mauvaises performances en Asie. Le nombre d'entrées était passé sous le seuil de 50 millions pour la première fois depuis plus de 10 ans, tombant à 40,7 millions selon des chiffres revisés. C'est vraiment un travail quotidien avec les exportateurs de films français qui vendent leurs films, avec les distributeurs étrangers qui viennent pour les acheter, de les convaincre que le cinéma français est un cinéma varié, riche, les films d'animation marchent bien, les documentaires, les fictions, les films de fantasy, les comédies, tout cela. En 2017, le film de science-fiction Valérian et la Cité des 1000 planètes a contribué à relancer la machine. Le dernier opus de Luc Besson, inspiré de la bande dessinée Valérian et Laureline, a fait au moins bien que prévu, mais a quand même attiré 30,6 millions de personnes à l'étranger, dont un tiers en Chine, et a rapporté 170,9 millions d'euros. Aux États-Unis, la police fédérale américaine a ouvert une enquête sur une deuxième personne qui pourrait avoir été impliquée en octobre dans le massacre de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine récente qui a fait 58 morts et près de 500 blessés. Selon Joe Lombardo, les autorités pensent que Paddock fut la seule personne à avoir tiré sur un concert en plein air depuis une chambre de l'hôtel Mandalay Bay le 1er octobre. Il s'est suicidé avant que les policiers n'accèdent à cette chambre où il s'était barricadé avec un arsenal. Nous savons et croyons qu'il n'y avait qu'un seul suspect qui a tué 58 personnes et blessé des centaines d'autres. Toutes les preuves trouvées sur les lieux soutiennent cette théorie. Il n'y avait qu'un tireur lors du massacre du 1er octobre. Il n'y avait qu'une personne responsable et c'était Stephen Paddock. Ce rapport ne va pas répondre à toutes les questions, ou même répondre à la plus grande des questions. Pourquoi il a fait cela? Et puis nous restons toujours aux États-Unis où le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé vendredi que l'accord sur le nucléaire iranien ne pourra pas survivre si les États-Unis s'en retirent comme l'a menacé de le faire Donald Trump. Il s'agit d'un moment décisif, a reconnu M. Lavrov, faisant clairement savoir que Moscou n'allait pas essayer de sauver l'accord avec les partenaires restants, mais qu'il ferait tout pour convaincre les Américains de ne pas franchir le Rubicon. Nous regrettons que les États-Unis aspirent à affirmer leur rôle dirigeant via de telles conceptions et stratégies de confrontation, au lieu de mener un dialogue normal qui se base sur le droit international. Nous sommes prêts à dialoguer, nous sommes prêts à discuter des doctrines militaires. Je suis convaincu qu'il existe pas mal de personnes raisonnables aux États-Unis qui comprennent que la stabilité stratégique doit être maintenue.
que les risques doivent être éliminés et que c'est impossible à faire sans coopération entre la Russie et les États-Unis. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Nous étions en Gambie où depuis le départ de Yahya Jammeh, l'économie continue de piétiner alors que les Gambiens pensaient s'être débarrassés de la pointe de fer de l'ancien président Yahya Jammeh. Aux États-Unis, le projet l'accord nucléaire iranien n'est pas viable sans les États-Unis, selon le diplomate russe Sergei, qui a donc affirmé que le nucléaire iranien ne pourra pas survivre si les États-Unis s'en retirent, comme a menacé de le faire Donald Trump. Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24. Restez-y, l'information continue.